Ma sœur a essayé de m'humilier lors d'un entretien d'embauche, jusqu'à ce qu'elle réalise que mon fiancé était son patron. Maintenant. Bonjour, je m'appelle Irina, et disons simplement que cette histoire n'a pas commencé à l'entretien d'embauche. Elle a commencé bien avant, avec une sœur qui souriait toujours pour les appareils photo mais qui aiguisait ses mots à huis clos. Je me suis présenté en espérant avoir une chance équitable. Au lieu de cela, je suis tombé dans un piège, mon curriculum vitae rejeté, ma voix ignorée, ma propre sœur menant l'attaque. Et juste au moment où il pensait m'avoir humilié au point de me réduire au silence, il est entré la seule personne qu'il n'attendait pas, mon fiancé, leur patron. Mais ce qui a fait le plus mal, ce n'était pas le sabotage, c'était de réaliser que ma propre famille réécrivait mon histoire depuis des années. Comment en étions-nous arrivés là? Pourquoi étais-je toujours celle qu'il choisissait d'effacer? Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, le curriculum vitae glissé sous mon bras, les chaussures fraîchement cirées mais qui me serraient déjà au bout des pieds. Le vent printanier de Chicago frappait l'arrière de mon manteau alors que j'entrais dans le hall d'Aventure Logique, une boîte de verre imposante qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui pensait que la chaleur était un handicap. À l'intérieur, tout brillait, les portes d'ascenseur chromées, les sols en marbre blanc, les panneaux numériques clignotants avec des horaires et des noms de départements. Je me suis dirigé vers la réception, j'ai souri poliment et j'ai donné mon nom. La réceptionniste, une femme à peine plus âgée que 20 ans avec un eyeliner parfait et un téléphone collé à l'oreille, a baissé les yeux sur son écran. Puis elle a de nouveau levé les yeux vers moi. Je suis désolé, pouvez-vous épeler ça de nouveau? Je l'ai fait. 2 fois. Elle a quand même froncé les sourcils. Vous n'apparaissez pas sur la liste des candidats. Mon estomac s'est noué. J'ai eu une confirmation. J'ai le courriel. Elle a incliné le moniteur pour que je ne puisse pas voir. D'accord, asseyez-vous pour l'instant. Nous allons régler ça. Ce siège s'est avéré être celui du coin, celui en face des toilettes, à côté d'un ficus poussiéreux. Pendant que j'étais assise, 3 autres candidats sont entrés, des costumes plus élégants que le mien, des cheveux mieux coiffés, des voix pleines d'un charme étudié. L'un d'eux m'a à peine adressé un signe de tête avant de glisser vers les ascenseurs. Et puis elle est entrée. Marjorie, ma sœur. Ses talons bleu marine claquant comme des coups de feu sur le marbre, un chemisier bleu marine taillé à la perfection, une montre en argent que je l'avais vue porter sur des photos de famille avec papa. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés sur moi. Aucun sourire, aucune reconnaissance. Elle s'est détournée, a dit quelque chose à la réceptionniste, et a disparu derrière le verre dépoli des ascenseurs de la direction. Je me suis rassise et j'ai expiré par le nez. Ce n'était pas une coïncidence. Elle savait que je postulais. Bon sang, je le lui avais dit autour d'un café il y a 2 mois, à l'époque où nous faisions semblant d'être civilisés. Elle n'avait rien dit alors, juste hoché la tête, sirotant son latte d'avoine triple dose et murmurait, la culture d'entreprise peut être compétitive. 10 minutes ont passé, puis 20. J'ai regardé les autres candidats être appelés à l'étage un par un, accueillis, salués, escortés. Personne n'est venu pour moi. Je suis retourné au bureau. Excusez-moi. Des nouvelles? Oh, ils ont dit que vous pouviez rejoindre le prochain groupe qui monte. Désolé pour le retard. Aucun contact visuel, aucune excuse. Quand je suis enfin entré dans la salle d'entretien, c'était comme entrer dans un bocal à poisson en verre, tout était transparent, tout était trop propre. Les membres du jury étaient assis en demi-cercle, 5 d'entre eux, sans compter Marjorie, qui sirotait maintenant dans une tasse noire mate qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. Le seul siège restant était sur le côté, légèrement en dehors du cercle, comme un accident mais pas vraiment. Je me suis dirigé vers lui, j'ai fait une pause et j'ai essayé de le déplacer subtilement pour l'aligner. Les pieds de la chaise ont crissé sur le sol. Toutes les têtes se sont tournées. Marjorie non. Elle a siroté, a croisé une jambe sur l'autre, et a chuchoté quelque chose à la femme à côté d'elle, qui a eu un petit rire. Mes joues ont brûlé. Je me suis assise, le dos droit, les yeux fixés devant moi. Les présentations ont commencé. Un par un, on a demandé aux candidats de se lever et de partager leur parcours, une université de l'Ivy League par-ci, un stage dans une entreprise du Fortune 500 par-là. Des expressions comme « innovation centrée sur les données » et « transformation évolutive » volaient comme des confettis. J'ai regardé, écouté, attendu. Marjorie leur a souri à tous, a pris des notes, se penchant parfois en avant avec intérêt. Mon tour est venu,
et personne n'a levé les yeux. Je me suis éclairci la gorge, j'ai fait ma présentation, une carrière reconstruite à partir de plateformes de freelance, de nuits blanches, de victoires en solo. Pas de lacunes, juste de la ténacité. Aucune réaction. Aucune question. Marjorie a fait tourner son stylo. Je me suis rassise. Greg, le membre du jury aux cheveux gominés et à la cravate trop criarde pour son âge, a souri d'un air suffisant et a dit « Passons à autre chose ». Je me suis figé. C'était donc ça. Ce n'était pas un entretien, c'était une performance, et je ne faisais pas partie du scénario. Un bruissement de papier, un rire étouffé. Marjorie s'est penchée en arrière, les lèvres pincées en quelque chose qui ressemblait trop à une victoire. J'ai pensé à ce souvenir du collège, le jour où mon nom avait été volontairement omis de la liste des élèves, et où je m'étais tenu maladroitement devant 30 camarades de classe pendant que mon professeur disait « Êtes-vous sûr d'être dans cette classe ?» Ce même neuf-froid est revenu dans mon estomac, mais je suis restée silencieuse. Je savais ce que c'était. Il ne s'agissait pas de qualification, c'était personnel, et elle s'était assurée que je le sentirais avant même que le vrai spectacle ne commence. La pièce n'avait pas changé. L'air était toujours frais, et les murs de verre brillaient toujours comme si rien de laid ne pouvait jamais y vivre. Mais mes mains étaient moites maintenant, et ma colonne vertébrale bourdonnait. Je maintenais ma respiration lente, régulière, le genre de respiration que je pratiquais avant les présentations, à l'époque où le public n'était pas ma sœur prétendant que je n'existais pas. Un homme des ressources humaines a conclu le discours standard sur le leadership et l'adaptabilité, puis a cédé la parole au jury. Marjorie s'est levée sans me regarder et a frappé une fois dans ses mains. « Passons aux choses sérieuses », a-t-elle dit, affichant son parfait sourire d'entreprise. Nous avons assez entendu parler de leadership dans les brochures. Voyons comment vous réfléchissez dans le vif du sujet. Elle n'a pas jeté un coup d'œil aux autres. Ses yeux ont balayé la pièce comme si elle tenait sa cour, puis elle s'est arrêtée sur moi. « Irina », a-t-elle dit d'un ton léger, comme si nous n'avions jamais partagé une chambre d'enfant, comme si elle ne m'avait jamais dit en face que je ne tiendrais jamais dans cette industrie. « Pourquoi ne commences-tu pas ?» Il n'y a eu aucun avertissement, juste ce nom, le sien dans sa bouche, recraché sur moi. Je me suis levé, j'ai redressé le dossier dans mes mains, j'ai regardé Greg, Camilla, puis je suis revenu à elle. J'ai récemment dirigé la réarchitecture d'une plateforme de données décentralisée pour... Marjorie m'a interrompu avec un rire qui n'avait pas sa place dans une pièce comme celle-ci. Diriger ou rejoint, a-t-elle demandé doucement. Parce que d'après ce que j'ai entendu, la mise en œuvre finale n'a pas tout à fait abouti. Ou est-ce que je te confonds avec un de tes précédents contrats? Il y en a eu tellement. Une vague de petits rires a parcouru le jury. Je veux dire, a-t-elle ajouté en se tournant vers les autres, Irina a du cœur. Elle a toujours eu du cœur, même quand elle courait d'un emploi de consultante à l'autre, en essayant de trouver sa place. Je n'ai pas bronché, pas extérieurement. Mais j'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Mes ongles se sont enfoncés dans le bord de mon dossier, appuyant fort pour garder mon visage impassible. Elle est douée pour commencer les choses, a poursuivi Marjorie, comme si elle récitait un défaut de caractère d'un roman, un peu moins pour les finir. D'autres rires polis. Greg a souri d'un air suffisant. Camilla gardait les yeux sur ses notes, prétendant qu'elles avaient soudainement de l'importance. Personne ne l'a arrêtée. Personne n'a demandé si ce qu'elle faisait était pertinent. Je n'ai rien dit, parce que tout ce que j'aurais dit m'aurait fait paraître sur la défensive, émotive, et c'est ce qu'elle voulait, me faire réagir, confirmer la version d'elle-même qu'elle avait déjà peinte pour eux. Un faible bourdonnement a rempli mes oreilles, non pas venant de la pièce, mais de l'intérieur de ma propre poitrine. Le même son que j'avais ressenti des années auparavant lors d'un dîner de fête, quand mon père avait levé son verre après que Marjorie eut obtenu son premier titre de direction. À Marjorie, avait-il dit fièrement, mon héritage. Et, à Irina, pour être toujours si gentille. J'avais souri alors, aussi, tout comme maintenant, un sourire petit, contrôlé, mais je me souviens comment mon estomac s'était tordu, comment ce mot, gentille, avait atterri comme un compliment déguisé pour l'église. De retour dans la pièce de verre, je me suis assise, j'ai croisé une jambe sur l'autre. Ma sœur était passée à autre chose, adressant la question suivante à un candidat impeccable avec une bague de Yale et la confiance en soi de quelqu'un qui n'avait jamais été interrompu en pleine phrase devant tout un jury. Je n'ai pas écouté sa réponse. Je la regardais maintenant, non pas la directrice, non pas la stratège principale,
mais la fille qui lisait mes poèmes à voix haute pendant les soirées pyjama pour faire rire, la fille qui me disait que les garçons ne m'aimeraient pas si je n'apprenais pas à me taire et à sourire, la fille qui m'a dit un jour qu'elle me protégeait du monde, alors qu'en réalité, elle le préparait à m'ignorer. J'ai de nouveau inspiré, plus profondément cette fois. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas fui. Au lieu de cela, j'ai sorti un stylo de mon dossier et j'ai commencé à écrire tranquillement dans la marge de la feuille d'ordre du jour, des noms, des détails, chaque membre du jury qui avait ri, chacun de ceux qui n'étaient pas intervenus. Je ne prenais pas seulement des notes, je documentais le silence. Parce que si on ne voulait pas me donner la parole, je garderais les preuves. Le pire, ce n'était même pas l'insulte, c'était la façon dont ils l'avaient laissé passer, comme si c'était normal, attendu comme si je n'appartenais pas assez pour même mériter leur malaise. Je ne l'ai pas laissé me briser, pas cette fois, parce qu'ils pensaient que je jouais encore le rôle qu'ils m'avaient donné. Mais quelque chose avait changé. Et pas chez ma sœur. En moi. Greg s'est éclairci la gorge et s'est penché en arrière comme s'il s'apprêtait à annoncer la météo, et non à livrer la prochaine série de simagrées d'entreprise. Changeons de vitesse, a-t-il dit, tapotant le dossier devant lui avec la suffisance d'un homme qui se croyait à la fois juge et animateur. Pas d'appareil, juste vos cerveaux. C'est l'heure de la vraie partie de plaisir. Une femme à ma gauche a ajusté sa manche, sortant déjà un stylo de sa pochette. Un autre homme a redressé le dos comme s'il se préparait au combat. J'ai cherché mon stylo dans mon sac, mes doigts le trouvant au toucher. Un épais paquet de papier a atterri devant chacun de nous avec un bruit sourd. 15 minutes, a annoncé Greg. Logique des systèmes, résolution de problèmes, scénario réel. Voyons qui coule ou qui nage. J'ai ouvert le test. C'était brutal, oui, mais pas au-delà de mes capacités. J'avais construit des cadres 2 fois plus complexes les nuits où l'insomnie était ma seule amie. J'ai fait abstraction de tout, les chuchotements, les stylos qui tapaient, même les chaussures de Marjorie qui cliquaient légèrement alors qu'elle croisait les jambes à côté de Greg. J'ai travaillé proprement. J'ai avancé vite mais sans me précipiter. Je connaissais ce langage mieux que la plupart des gens. J'ai terminé avec 1 minute d'avance, j'ai posé mon stylo, respiré une fois, puis j'ai fait glisser le paquet vers l'avant avec une certitude tranquille. Greg l'a ramassé comme s'il l'offensait. Il a tourné les pages lentement, presque théâtralement, n'a pas lu un mot. Puis il a souri, le genre de sourire que l'on réserve aux tout-petits qui pensent avoir fait quelque chose d'impressionnant. Belle écriture, a-t-il dit. Puis, sans rompre le contact visuel, il a déchiré le dossier entier en 2. Pas vite. Lentement. Page par page, craquement par craquement. La pièce est devenue silencieuse, le genre de silence qui ne vient pas du respect mais d'une tension si épaisse qu'elle pourrait vous noyer. Il a laissé les morceaux tomber dans la poubelle à côté de lui. Ce n'est pas ce genre d'entreprise, a-t-il ajouté, mais bonne chance ailleurs. Un léger gloussement de quelqu'un au fond. Je ne me suis pas retourné pour voir qui. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas dit un mot. Marjorie n'a même pas scié. Elle a siroté sa boisson, comme si elle regardait la rediffusion d'une émission qu'elle avait déjà mémorisée, et pendant 1 seconde, j'ai presque cru que j'avais encore échoué. Mais alors quelque chose en moi a changé, pas le genre de changement que les gens écrivent dans les poèmes, pas de feu soudain, pas de phénix métaphorique, juste une clarté vive. J'avais déjà vu cette scène, pas ici, mais il y a 18 mois, quand une organisation à but non lucratif m'avait contacté, ravi d'une démo que je leur avais envoyée. Nous avions parlé de délai, de budget. Ils avaient qualifié mon approche élégante. J'avais veillé des nuits entières à la peaufiner, croyant que ce contrat changerait tout. Puis le silence est venu, suivi d'un courriel officiel, nous nous orientons dans une direction différente. Des semaines plus tard, j'ai découvert que Marjorie avait rejoint le cabinet de conseil qui avait récupéré ce même client. Ils ont lancé leur nouveau système avec des points que j'avais écrits, des diagrammes que j'avais dessinés. Mais personne n'a demandé, personne n'a crédité, et je me suis dit que peut-être je n'étais pas prête à l'époque, que je devais être plus pointu, meilleur. Maintenant, je voyais la chose pour ce qu'elle était, ce n'était pas un échec, c'était du vol. Aujourd'hui n'était pas différent, seulement cette fois, j'avais des témoins. J'ai regardé les pages déchiquetées dans la corbeille, puis mon dossier. Je l'ai ouvert, j'ai écrit une phrase dans mes notes, ne confondez pas le silence avec l'accord. Je voyais tout. J'ai refermé le dossier, lentement, délibérément. Je n'ai pas regardé Greg, je n'ai pas regardé Marjorie, parce que ce n'était plus à leur sujet.
C'était à mon sujet, et je n'étais pas là pour plaire, j'étais là pour me souvenir. Je suis sorti de la salle de conférence sans qu'on me dise que je le pouvais. Personne ne m'a arrêté. Peut-être pensait-il que je craquais, que j'allais pleurer dans une cage d'escalier. Je m'en fichais. J'avais juste besoin d'un moment, non pas pour m'effondrer, mais pour ne pas m'embraser devant eux. Le couloir était calme, stérile. Mes talons résonnaient alors que je me tournais vers la salle d'attente, où un distributeur automatique bourdonnait comme s'il détenait une vérité plus profonde. Je me suis assise sur un banc près des ascenseurs, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai déverrouillé avec une respiration que je n'avais pas réalisé que je retenais. 3 nouvelles notifications clignotaient. L'une venait de Belle, une ancienne contact de fournisseur avec qui j'avais travaillé sur un projet parallèle l'année dernière. Son courriel était court, juste un message transféré et une ligne, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais tu devrais voir ça. J'ai ouvert le fil de discussion. C'était là, un courriel qui semblait venir de moi, même signature, même mise en page, même ton, sauf que ce n'était pas le mien. L'objet, responsabilité client, ne vaut pas notre temps. Et dans le corps, un paragraphe dégoulinant de mépris, c'est un passif ambulant en talons. Toute cette initiative put le désespoir. Je l'ai relu, puis une 3e fois. Aucune partie de moi n'avait écrit cela, jamais. Mais il y avait mon nom, ma signature professionnelle. L'horodatage correspondait exactement à la période où j'étais assise dans ce même bâtiment, attendant mon tour de parler. J'ai vérifié mon dossier d'éléments envoyés. Rien. Pas de brouillon, aucune trace. Mon cœur n'est pas tombé, il s'est endurci. C'était du sabotage de haut niveau, pas seulement effacer mon nom d'une liste ou déchirer un test, c'était un assassinat de ma réputation déguisé en pixels. Je regardais encore l'écran lorsque la notification suivante est apparue en haut, un texto de ma mère. Ne te bats pas. Reste calme. Laisse Marjorie s'en occuper. C'était tout. Pas de bonjour, pas de « comment vas-tu ?» Juste un plaidoyer direct pour l'obéissance déguisée en préoccupation familiale. J'ai cligné des yeux, puis je l'ai relu, puis j'ai ri une fois, doucement, un son sec et sans humour. Laisse Marjorie s'en occuper. Bien sûr. Elle avait toujours le droit de s'occuper des choses, et nous autres, nous étions censés rester silencieux pour qu'elle puisse continuer à paraître impeccable. Je me suis souvenu d'un dîner chez nos parents quand j'avais 29 ans. Je venais de terminer un contrat exténuant pour une start-up à Seattle, et j'ai essayé de partager la nouvelle. Avant que je puisse finir une phrase, papa a levé son verre et a dit « Nous sommes si fiers de Marjorie, qui a conclu ce contrat international. Vraiment l'avenir de cette famille. » Ce soir-là, j'avais fait la vaisselle pendant que Marjorie s'attribuait le mérite d'une campagne que j'avais aidé à concevoir 2 ans plus tôt. Je me suis dit que c'était juste la dynamique familiale, rien de personnel. Mais ceci, c'était la guerre. Et le pire, ce n'était pas Marjorie, c'était maman, celle qui disait toujours « Ne fais pas de scène », et Rina, celle qui m'a appris à disparaître avec grâce. Je me suis levé, lentement, j'ai marché jusqu'aux toilettes des femmes au bout du couloir et je me suis enfermé dans la cabine la plus éloignée. Je ne me cachais pas, je m'isolais. J'avais besoin d'une seconde avant de laisser cette prochaine vague de rage toucher quoi que ce soit en dehors de moi. Le courriel rejouait dans mon esprit, le texto, les visages suffisants autour de cette table. Je pouvais presque entendre à nouveau le rire de Greg, voir les yeux de Marjorie me défiant de réagir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. J'ai sorti mon bloc-notes, j'ai tourné à une page blanche, j'ai écrit « S'ils inventent mes paroles, je leur montrerai le vrai son de la vérité. » Puis j'ai arraché la page, je l'ai pliée, je l'ai glissée dans la poche de ma veste comme une promesse. Parce qu'ils m'avaient poussé trop loin, et je ne me contentais plus de compter les points. Je me préparais à riposter. Je suis sorti des toilettes, plus lentement que je n'y étais entré, mais non pas parce que j'étais incertaine, parce que j'étais stable. Ma veste me semblait plus lourde maintenant, comme si la note pliée dans ma poche avait un certain poids. Quelque chose de plus dense que du papier. Peut-être que oui. Peut-être que c'était, enfin, la résolution. Au moment où je suis revenu dans le couloir principal, les membres du jury étaient toujours à l'intérieur, les murs de verre m'offrant une vue claire et cruelle de la même table, des mêmes sièges, du même équilibre des pouvoirs. La tête de Marjorie était penchée en arrière alors qu'elle riait de quelque chose que Greg avait dit. Quoi que ce fût, ce n'était pas drôle, pas pour moi, probablement même pas pour lui, juste une partie du scénario. Camilla, l'assistante qui coordonnait la logistique, est entrée dans le couloir,
tenant une tablette. Elle a semblé surprise de me voir debout si près. J'ai levé une main nonchalamment. « Avez-vous 5 minutes ?» ai-je demandé doucement. « Seul. » Elle a cligné des yeux. « Maintenant ?» J'ai hoché la tête. « C'est à propos de mon dossier de candidature. Il y a un document que je dois examiner, un que je pense était joint à un message que vous m'avez transféré il y a quelques mois. » Ses doigts se sont légèrement resserrés sur la tablette. Je ne suis pas sûr d'être autorisé à. Vous l'avez transféré, Camilla, ai-je interrompu doucement. Vous étiez en copie. Vous ne vouliez pas, j'en suis sûr, mais il est dans mes archives. J'ai juste besoin de le revoir. Les métadonnées. Une pause, puis, étonnamment, elle a hoché la tête. Donnez-moi une seconde. Elle a disparu dans un bureau latéral. J'ai fait les 100 pas tranquillement à l'extérieur, non pas avec nervosité, mais avec détermination. Quand elle est revenue, elle m'a tendu la tablette. « C'est toujours sur le serveur », a-t-elle dit à voix basse. « Faites vite. » Le fichier était intitulé de manière anodine, Q3 Candidate Eval Draft 3. Mais en l'ouvrant, quelque chose de vieux et de brut s'est agité. Je me souvenais de ce fichier. Je l'avais regardé l'automne dernier lors d'un cycle de candidature. Cela m'avait semblé étrange à l'époque, mon nom était mentionné en passant sous « Note d'examen des candidats », même si je n'avais pas officiellement postulé. Mais j'ai laissé tomber. J'étais fatigué, occupé. Aujourd'hui, je n'étais ni l'un ni l'autre. Mes yeux ont parcouru la page jusqu'à ce que je le trouve, enfoui sous un point intitulé « Préoccupation, EM historique de collaboration incohérente. Non aligné avec la culture de l'entreprise. » Les initiales étaient les miennes. La note était assez vague pour échapper à un examen minutieux, assez pointu pour saper la crédibilité. J'ai cliqué sur « Voir l'historique des modifications ». C'était là, horodatage, modification, révision, et l'identifiant de l'éditeur, Marjorie. J'ai expiré, longuement et régulièrement. Elle avait préparé cela il y a des mois. Elle n'avait pas seulement essayé de me couler pendant l'entretien, elle avait préparé le terrain bien avant que je n'entre dans le bâtiment. J'ai rendu la tablette à Camilla avec un simple hochement de tête. Merci. Puis je me suis retourné et je suis retourné dans la gueule du loup. La porte en verre a fait un léger clic lorsque je suis rentré dans la salle de conférence. Les membres du jury m'ont à peine remarqué. Greg m'a jeté un coup d'œil, Marjorie a à peine levé les yeux. Mais je ne me suis pas dirigé directement vers mon siège cette fois. Je suis resté debout. « Excusez-moi », ai-je dit, assez fort pour faire bouger chaque colonne vertébrale dans la pièce. Avant de continuer, j'aimerais clarifier quelque chose concernant ma candidature. Greg a penché la tête. Maintenant ? Oui, ai-je répondu. Personne ne m'a dit de m'asseoir. Je me suis avancé, plaçant une mince impression de mon dossier directement devant eux. Ce fichier contient des modifications internes apportées aux évaluations des candidats, en particulier la mienne. Il a été consulté avant l'ouverture de ce cycle d'entretien, et les modifications incluaient un langage qui aurait pu influencer le processus d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas nommé. Je n'en avais pas besoin. La température dans la pièce a chuté. Greg s'est légèrement redressé. Camilla est restée près de la porte, pas tout à fait à l'intérieur, pas tout à fait à l'extérieur. Marjorie a cligné des yeux une fois, mais elle n'a pas parlé. La personne qui a modifié le fichier, ai-je poursuivi, la voix égale, est un membre actuel du jury. Le silence s'est répandu comme de l'encre renversée. J'ai croisé les mains devant moi. Je ne suis pas ici pour accuser. Je suis ici pour m'assurer que le processus est aussi équitable qu'il prétend l'être. S'il y a eu un malentendu, je suis ouverte à une clarification. Sinon, je suis prête à faire remonter l'information par les voies appropriées. Greg a baissé les yeux non pas par honte, par calcul. La mâchoire de Marjorie s'est crispée. Irina, a-t-elle commencé, mais j'ai levé une main. Ne le fais pas. Je pouvais encore entendre sa voix de ce jour d'hiver dans la cuisine de nos parents, un verre de vin à la main, ce faux sourire fraternel. Les gens comme toi ne dirigent pas, elle. Tu absorbes. Tu orbites. Moi, je brille. À l'époque, j'avais avalé ça, je l'avais cru, peut-être même intériorisé. Mais maintenant, je voyais la chose pour ce qu'elle était, la peur d'une sœur aînée d'être suivie de trop près. J'ai regardé autour de la pièce,
non pas avec supplication mais avec mémoire. J'avais étudié chaque angle, chaque silence, chaque sourire trop large. Et maintenant, je parlais. La tension n'a pas cédé. Elle n'a pas craqué, ni volé en éclats, ni ne s'est dissoute en une résolution émotionnelle nette et ordonnée. Elle s'est tendue, fine, comme un fil tiré entre deux points fixes, vibrant juste en dessous de la fréquence du désastre. Après que j'ai fini de parler, une déclaration courte et pointue que je n'avais répétée que par instinct, la pièce s'est remplie d'un silence épais et ambiant, non pas le genre qui attend que quelqu'un le comble, mais le genre qui choisit de ne pas être interrompu. Il flottait là, lourd et délibéré. On pouvait le sentir frôler la peau. Greg s'est éclairci la gorge, un son poli et vide. Il a cliqué son stylo une fois, puis une autre, comme un tic dont il ignorait l'existence. Marjorie a bougé sur son siège. Elle s'est penchée en arrière, a croisé les bras avec un léger haussement de sourcils, comme si je venais de dire quelque chose de pittoresque ou de légèrement irritant. Elle donnait l'impression de quelqu'un qui avait survécu à pire, ou du moins voulait nous le faire croire. Son regard n'était pas exactement méprisant, il était indulgent, de la manière dont on pourrait laisser un enfant finir une crise de colère avant de lui dire d'aller dans sa chambre. Les autres membres du jury n'ont rien dit. Ils n'ont même pas regardé dans ma direction. L'un tapotait un doigt rythmiquement contre le bureau. Un autre regardait fixement l'écran de projection, comme s'il offrait une issue. Camilla, la stagiaire ou l'assistante ou quel que soit le titre qu'il lui avait donné pour justifier la fréquence à laquelle il l'ignorait, se tenait près de la porte. Elle ne parlait pas, mais ses doigts tordaient la sangle de son étui de tablette en boucle serrée et anxieuse. Toujours rien. Pas de réfutation, pas de questions, pas de défi. Juste le silence suffisant et glacial de personnes qui croyaient encore contrôler le récit. Mais ce silence était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu dire. Il était chorégraphié, répété, une performance de pouvoir. Et en dessous, je sentais quelque chose commencer à basculer, pas en leur faveur. Greg a expiré et a ajusté sa veste. Faisons entrer le prochain candidat, a-t-il dit d'un ton léger, comme si rien de ce qui venait de se passer n'avait d'importance, comme si cela n'avait pas atterri comme une allumette jetée dans un champ sec. Mes mains sont restées sur la table, paume à plat, doigts détendus. Extérieurement calme, mais sous la surface, mon pouls battait, fort et rapide. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien d'autre à dire. Pas encore. J'avais déjà lâché le poids que j'étais venu lâcher, et j'avais fini de demander la permission d'exister. Marjorie a alors offert un sourire, fin, poli, le genre que l'on réserve à un problème que l'on pense passer. Elle n'avait aucune idée que la détente avait été réarmée. Le pistolet n'était pas vide, il s'était rechargé. Ils ont continué comme si de rien n'était. Daniel, le candidat suivant, est entré avec l'entrain sincère de quelqu'un qui n'avait pas encore senti l'ambiance de la pièce. Le col de sa chemise était trop rigide, sa voix trop avide. Il s'est lancé dans un discours avant même que la porte ne soit complètement fermée, égrenant des métriques et des valeurs de mission comme s'il croyait que l'enthousiasme seul pouvait le porter. Et puis la porte s'est de nouveau ouverte. Pas avec fracas, pas de manière dramatique, juste un simple clic et un déplacement d'air. Toutes les têtes se sont tournées. Kin Bové est entré. Il n'a pas parlé tout de suite, il n'en avait pas besoin. Kin était le genre d'homme dont la présence arrivait avant lui. Les gens se redressaient autour de lui. Ils vérifiaient leurs notes, revérifiaient leur posture, ajustaient leur ton. Il n'était pas bruyant. Il n'en avait pas besoin. Le pouvoir ne crie pas, il attend. Greg a failli renverser son café en essayant de se redresser. Marjorie est devenue immobile, sa main posée sur la table s'est légèrement tendue. Kin ne les a pas regardés. Il m'a regardé. Erina, a-t-il dit, la voix basse mais incontestablement claire alors qu'il traversait la pièce et passait derrière ma chaise. Ça va? J'ai rencontré ses yeux, stables. Je tiens le coup, ai-je dit. Il a fait un petit signe de tête, puis s'est tourné et a posé un dossier au centre de la table, net, délibéré, comme la chute d'une pièce d'échec en milieu de partie. Je me joins à cet examen, a-t-il dit. Son ton était calme, contrôlé, mais les mots avaient du poids. Depuis ce matin, des anomalies dans la base de données des RH ont été remontées à mon bureau. Le silence est revenu. Pas le genre suffisant de tout à l'heure. Celui-ci était plus froid, plus rigide. On pouvait presque entendre le brouhaha mental. Greg s'est figé au milieu d'un clic de stylo. Marjorie a entrouvert les lèvres comme si elle voulait dire quelque chose,
mais aucun mot n'est sorti. Elle a cligné des yeux trop lentement, calculant quelque chose derrière ses yeux. Kin ne s'est pas assis. Il n'en avait pas besoin. Il se tenait avec la posture de quelqu'un qui n'entrait pas seulement dans la pièce, il la possédait. J'ai regardé les membres du jury le long de la table. Quelques-uns serraient des stylos comme des bouées de sauvetage. Camilla s'était légèrement déplacée, pas beaucoup, mais assez pour se presser contre le mur. Quelqu'un a chuchoté, à peine audible. Je n'ai pas pris la peine de voir qui. Greg a faiblement tenté de réaffirmer une sorte de structure. Monsieur Beauvais, il s'agit d'une évaluation de candidats programmés. J'en suis conscient, a dit Kin, coupant court sans rudesse, juste avec certitude. Et elle se poursuit. Mais j'observerai directement. Il a laissé cette pause s'installer. Particulièrement pour les candidats dont les dossiers présentent des incohérences de métadonnées. Le genre qui suggère des modifications manuelles. Cela a atterri comme une gifle dans une pièce silencieuse. Marjorie s'est redressée sur son siège, son expression a changé, moins composée maintenant, plus sur la défensive. Elle a essayé de se reprendre, mais elle était en retard sur le rythme. La pièce avait changé, et je pouvais le sentir, le basculement, le rééquilibrage du poids, la recalibration du pouvoir. C'était dans la façon dont les gens s'asseyaient différemment maintenant, dans le silence qui n'était plus sous leur contrôle. Je l'ai regardée, directement. Elle n'a pas rencontré mes yeux. Vous savez, ai-je dit lentement, pas fort mais avec intention, on m'a demandé ce matin si je voulais me retirer. Je me suis levé, calme, délibéré. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas déstabilisé. J'avais fini de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Mais je ne me retire pas, ai-je dit. Je prends ma place. J'ai fait une pause, j'ai laissé les faits se produire. Et si quelqu'un pense encore que je suis ici par erreur, j'ai balayé la pièce du regard, vous êtes libre de continuer à le penser. Puis j'ai souri, pas le genre de sourire qui dit « merci », mais le genre qui dit « regardez-moi faire ». Je travaille mieux quand on me sous-estime. Personne n'a répondu. Greg n'a pas souri. Marjorie n'a pas eu de rictus. Ils avaient cessé de prétendre que c'était comme si de rien n'était. Kin a croisé les bras sur sa poitrine. C'était sa version des applaudissements. Du coin de l'œil, Camilla m'a regardé, juste brièvement. Son visage ne portait pas de pitié. Il portait autre chose, du soulagement. Parce que parfois, le pouvoir ne s'annonce pas avec du volume. Parfois, il suffit de se lever. La présence de Kin n'a pas mis fin au jeu, elle a simplement changé les règles. La pièce s'est installée dans un faux calme, le genre qui bourdonne sous la surface comme une vieille ligne électrique, crépitant mais invisible. Personne n'osait me rejeter maintenant, mais il ne s'excusait pas non plus. Greg a recommencé à poser des questions génériques, mécaniques et sèches. La voix de Marjorie avait perdu son assurance soyeuse, maintenant, chaque mot qu'elle prononçait tombait de manière cassante. Ils prétendaient que rien ne s'était passé. C'était leur stratégie maintenant, réinitialiser la scène, faire traîner l'heure jusqu'à sa fin, espérer que personne ne remarque la pourriture sous le vernis. Mais je ne prétendais pas, et je n'avais pas fini. Je me suis penché vers l'assistante assise près du coin. Elle semblait à peine sortie de ses études supérieures, son badge à moitié rentré dans son blazer, les doigts agités nerveusement sur la souris. « Excusez-moi, ai-je dit. Avez-vous accès au flux de la session interne de ce matin ?» Elle a cligné des yeux. Techniquement, oui. J'aimerais qu'il soit examiné. Depuis le moment où je suis entré dans cette pièce jusqu'à maintenant. Toutes les données audio et visuelles. Ses yeux se sont tournés vers Greg, qui la regardait fixement comme si elle venait de marcher sur une mine. Ce n'est pas le protocole, a-t-il dit, souriant trop largement. Kin n'a pas bougé de l'endroit où il se tenait près du coin, les bras croisés, mais sa voix a percé. Ça l'est aujourd'hui. La jeune fille a hoché la tête et a tapé quelques touches. L'écran mural derrière nous s'est animé. La pièce n'a pas expiré, elle a juste regardé. Pas de musique, pas de conception sonore, juste des images. Me voilà, debout maladroitement près de la porte, attendant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Marjorie chuchotant à Greg. Camilla souriant d'un air suffisant. Ma chaise laissée hors de l'alignement, personne n'offrant de la remettre en place. Chaque insulte sous forme de silence, chaque décision tacite capturée en haute définition. Tout était là, non édité, indéniable.
La lecture s'est terminée avec Greg feuilletant mon dossier, déchirant les pages et riant comme si c'était anodin. Je ne me suis pas retourné. J'ai laissé le silence parler. Puis, un son. Des talons doux et délibérés claquant contre le sol. Camilla s'est levée. J'ai quelque chose, a-t-elle dit, sa voix basse, qui n'a pas été soumise officiellement. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une clé USB. Ses mains tremblaient, mais elle ne s'est pas arrêtée. Je n'étais pas sûr de l'utiliser un jour. Je l'avais gardée par sécurité. Mais ceci, aujourd'hui, ce n'est plus de la sécurité. Elle s'est avancée et l'a remise à l'assistante. Pas à Greg, pas à Marjorie. L'écran s'est rafraîchi. Un nouveau fichier s'est chargé. C'était un journal de discussion entre Greg et Marjorie, horodaté du matin de l'entretien. Marjorie, fait-la dérailler dès le début. Fait allusion à des lacunes dans son CV. Fait rire le jury, ça la rendra défensive. Greg, reçu. Tu veux que j'ajoute un truc sur son énergie aussi? Lol. Marjorie, parfait. Elle se ferme rapidement. Victoire facile. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé Marjorie. Pour la première fois depuis que je suis entré dans ce bâtiment, elle n'avait pas de répartie. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Son regard s'est tourné vers Keane, mais il n'offrait plus de secours. Expliquez cela, a dit l'un des membres du conseil d'administration. Il était plus âgé, assis tranquillement la plupart du temps, un homme qui n'avait pas pris parti jusqu'à présent. Greg a essayé. C'était des plaisanteries, juste du jargon, un exutoire interne. Le membre du conseil a plissé les yeux. Ce n'était donc pas de l'objectivité? C'était un remboursement de dette? Greg a cligné des yeux. Je ne. Vous lui deviez quelque chose, a dit sèchement le membre du conseil. Elle a couvert quelque chose pour vous. C'est pourquoi vous l'avez soutenue. Greg s'est tu. Personne ne l'a défendu. Personne n'a défendu Marjorie. La posture collective du jury s'est affaissée comme l'air s'échappant d'un ballon. Quel que soit le scénario qu'il suivait, il était terminé. Il n'avait plus le contrôle. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai rien jeté. Je me suis juste relevé et j'ai dit, je crois que nous savons tous où cela nous mène. Et pour une fois, personne ne m'a interrompu. Je suis resté debout, bien que personne ne me l'ait demandé. Quelque chose en moi refusait de s'asseoir pour le verdict cette fois, pas alors que la vérité n'avait pas fini de parler. La lumière des fenêtres s'étirait plus longuement maintenant, projetant des lignes dorées sur la table comme un verdict de tribunal au ralenti. Dehors, la ville continuait de bouger, des voitures, des piétons, des gens vivant leur vie, inconscients de la tempête silencieuse qui se déroulait dans cette pièce. J'ai posé un unique dossier sur la table polie. Pas de mots, juste un mouvement. Keane s'est avancé et a fait un signe de tête vers le conseil. Ce document a été examiné par la sécurité informatique et vérifié en interne. Greg a bougé sur son siège. Marjorie non. Je l'ai regardé tout le temps. Son visage est resté impassible, trop impassible. J'avais déjà vu cette expression. Pas de la culpabilité, pas de la panique. Du calcul. À l'intérieur du dossier se trouvait une simple impression, une trace médico-légale, des métadonnées de courriel, des horodatages de connexion, des journaux d'adresse IP. Le courriel qui avait circulé, celui supposément envoyé depuis mon compte, celui qui qualifiait un partenaire de « passif en talons », ne venait pas de moi. Il provenait de l'identifiant administrateur de Marjorie. Ses identifiants, son horodatage, sa localisation, l'adresse IP de l'entreprise attribuée à son bureau, son ordinateur portable, à 9h16, 2 jours avant l'entretien. Je ne l'ai pas raconté. J'ai laissé le papier parler. Le président du conseil s'est penché en avant, l'a lu une fois, puis une autre. Il a regardé Keane, puis de nouveau Marjorie. Elle a finalement rompu le silence. Ceci est sorti de son contexte, a-t-elle dit. Il a pu y avoir une confusion d'accès. Je délègue des courriels tout le temps. Non, ai-je coupé, calme, précise. Ton nom, tes identifiants, ton appareil. Ce n'était pas de la délégation. C'était de la fabrication. Elle a ricané, mais plus doucement qu'avant. Et puis j'ai dit la chose que je n'avais pas prévu de dire, la phrase qui avait vécu en moi pendant des années. Tu n'as pas seulement menti, ai-je dit. Tu m'as effacé.
Encore une fois. Elle s'est figée. J'ai laissé cela planer. Parce qu'il y a des années, lorsque son cabinet de conseil était sur le point de s'effondrer suite à son divorce, elle est venue me voir, discrètement désespérée, et j'ai réécrit sa présentation en 48 heures chrono. J'ai reconstruit tout son diaporama, recadré le langage, peaufiné les chiffres. Elle a obtenu la promotion. Elle s'en est attribué le mérite et n'a jamais mentionné mon nom. Je n'en avais pas reparlé depuis. Mais Greg avait été dans ce cabinet, lui aussi. J'ai vu ses yeux cligner maintenant. Il se souvenait. J'ai regardé Marjorie. Tu as toujours su comment briller, ai-je dit. Mais seulement quand tu pouvais bloquer la lumière de quelqu'un d'autre. Elle a tressailli. Un temps de silence a passé, puis une tactique de défense familière. Tu as toujours été si dramatique, elle, a-t-elle dit, la voix s'élevant. Tu es en colère parce que je suis meilleur. Tu l'as toujours été. Voilà. Le masque de la panique. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'en ai fini. Je n'avais pas besoin que la pièce m'apprécie. Je n'avais plus besoin d'expliquer qui j'étais. Je ne reçois tout simplement pas d'ordre de fantôme. Elle a cligné des yeux. Tu penses que c'est la justice, a-t-elle demandé, la voix tremblante maintenant. Tu penses que ces gens se soucient vraiment de ta vérité? Ils t'utilisent. Et peut-être qu'ils le faisaient. Peut-être que certains d'entre eux n'avaient changé que parce que le vent avait tourné. Mais je les regardais droit dans les yeux et j'ai souri. J'ai cessé d'avoir besoin d'applaudissements au moment où j'ai cessé de chercher ton approbation. Et puis j'ai dit la chose la plus silencieuse que j'avais dite de toute la journée. Quand nous avions 12 ans et que tu as lu mon journal intime à voix haute devant toute l'assemblée de l'école, c'est là que j'ai appris que ceux qui craignent le plus la vérité sont toujours ceux qui l'enterrent le plus profondément. La pièce n'a pas eu de hoquet de surprise. Elle a juste cessé de respirer. Le conseiller juridique a ajusté ses lunettes. À la lumière de ces preuves, nous recommandons un examen disciplinaire immédiat et un éventuel licenciement. Le conseil peut procéder à la clôture des délibérations. Marjorie n'a plus parlé. Greg continuait de fixer la table. Personne ne m'a regardé dans les yeux. Non pas par honte, mais par prise de conscience. Je suis resté où j'étais. Pas triomphante, pas suffisante. Juste enracinée. Il pensait m'avoir enterré, mais je n'étais pas enterré. J'étais planté. Une semaine plus tard, le bureau d'angle était toujours intact. Il offrait la meilleure vue du bâtiment, des murs de verre sur deux côtés, un bureau en acajou centré comme un poste de commandement, la lumière du soleil entrant à flot en fin de matinée et s'étirant sur le parquet en ligne chaude et ininterrompue. Mais il était vide. Pas de plaque nominative sur la porte, pas de chaise tirée jusqu'au bureau, pas de photos encadrées, pas d'objets personnels. Juste le calme, comme si la pièce avait enfin expiré une longue respiration qu'elle retenait depuis des années. Ils me l'ont offert. Qui ne l'a fait? Les RH ont suivi. Même le président du conseil m'a envoyé une note formelle. Irina, l'espace est à vous si vous le voulez. Je n'ai pas hésité une seconde. Merci, ai-je dit, mais je préfère être là où le vrai travail se fait. Alors, au lieu d'un panorama et de portes en verre qui vous isolent de tout le monde, j'ai pris un bureau au 7e étage. Un espace ouvert, des plafonds bas, un mouvement constant. J'ai choisi un endroit coincé entre la rangée de l'équipe de développement et un distributeur automatique bourdonnant qui mangeait les dollars plus souvent qu'il ne distribuait de snacks. L'air sentait toujours légèrement le café infusé à froid et les marqueurs effaçables à sec. Les conversations se chevauchaient, les échéances bourdonnaient en arrière-plan. J'adorais ça. Là, parmi les diagrammes de tableaux blancs à moitié dessinés et les post-it vieux de plusieurs semaines qui s'enroulaient sur les bords, je me sentais plus ancré que n'importe quel titre n'aurait jamais pu le faire. Je ne gérais plus la perception, je construisais, je contribuais, j'existais. Quand j'ai finalement épinglé quelque chose sur le tableau de liège au-dessus de mon moniteur, ce n'était pas un certificat ou une plaque fantaisiste. C'était un morceau de papier déchiré, tout ce qui restait de l'évaluation des compétences techniques que Greg avait déchiqueté devant le jury. Je l'avais sorti de la poubelle ce jour-là, j'avais lissé les plis. L'encre était passée maintenant, les bords usés, mais je l'ai encadré quand même. Pas comme un souvenir de douleur. Comme une preuve. À côté, j'ai collé un post-it jaune. À l'encre noire épaisse, j'avais écrit « Voilà à quoi ressemble la reconquête de son espace ». Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un le remarque. Ce n'était pas pour eux.
Mais cet après-midi-là, alors que j'étais plongé dans l'organisation des notes de sprint dans Trello, quelqu'un s'est attardé à côté de mon bureau. J'ai levé les yeux. C'était elle, la silencieuse du groupe d'entretien, la femme qui gardait la tête baissée chaque fois que Marjorie interrompait quelqu'un. Je me souvenais à quel point elle avait semblé petite dans cette pièce, comment ses épaules s'arrondissaient vers l'intérieur comme si elle essayait de disparaître. Maintenant, elle se tenait plus droite, les épaules carrées, la voix stable. « Je n'ai pas eu le poste », a-t-elle dit. « Mais je voulais vous remercier. » J'ai haussé un sourcil. « Pourquoi ? » « Pour ne pas les avoir laissés vous réduire au silence », a-t-elle dit. Je n'ai pas parlé ce jour-là. Je le voulais, mais j'ai figé. Vous voir m'a fait réaliser que je n'ai pas à continuer de me faire toute petite juste pour être en sécurité. Elle a fait un petit signe de tête, sans drame, sans s'attarder, et s'en est allée. Je n'ai pas bougé tout de suite, je suis resté assise là, à regarder l'espace qu'elle avait occupé, une boule se formant doucement dans ma gorge. Pas de culpabilité, pas de regret. Juste le poids de savoir que quelque chose de réel avait changé, pas seulement en moi, mais en quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je me suis retrouvé au petit café à 2 rues du bureau, le même où j'allais après les entretiens à l'époque où je pensais encore que courir après les titres de poste était la même chose que courir après un but. Je me suis assise dehors, la capuche sur la tête, la vapeur s'élevant de ma tasse. J'ai fait défiler mon téléphone. 2 appels manqués. Le premier était d'Ethan. Son nom était toujours dans mes contacts, même si je ne l'avais pas utilisé depuis des semaines. J'ai écouté. « Je te dois des excuses », a dit sa voix, rauque à travers le haut-parleur. J'aurais dû m'exprimer quand mes parents t'ont comparé à Marjorie. Je ne l'ai pas fait. J'ai été un lâche, et je suis désolé. Je ne l'ai pas réécouté, je ne l'ai pas supprimé non plus. Je l'ai juste laissé là. Le deuxième message vocal était de mon père. « Je n'ai pas tout vu », a-t-il dit, sa voix brisée comme s'il s'avouait quelque chose à lui-même autant qu'à moi. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû écouter plus attentivement. Je suis désolé, elle. Celui-là m'est resté plus longtemps. Mais je n'ai pas rappelé. Pas par amertume, pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que pour une fois, je n'en avais pas besoin. Certains silences ne sont pas faits pour être brisés. Certains vides n'ont pas besoin d'être comblés, surtout quand on a appris à entendre clairement sa propre voix et à lui faire confiance. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt à mon bureau. L'équipe de développement n'était pas encore là. L'étage était calme, à l'exception du bourdonnement des moniteurs qui démarraient. Il y avait quelque chose sous mon clavier. Une note post-it. Pas de message, pas de nom. Juste une seule petite coche dessinée dans le coin. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis j'ai souri. Je savais ce que cela signifiait. Voilà à quoi ressemble l'impact. Pas des applaudissements, pas des gros titres. Juste la reconnaissance tranquille de quelqu'un qui vous a vu vous lever quand ce n'était pas facile et qui a choisi de faire de même. Certaines victoires n'arrivent pas avec des confettis. Elles arrivent avec de l'espace. Et cette fois, il était à moi. Avant de conclure, laissez-moi vous dire ceci, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de crier, de supplier ou de prouver. C'est de se tenir tranquillement, sans s'excuser, et de laisser la vérité parler pour vous. Cette histoire ne portait pas seulement sur un travail ou même sur une trahison familiale. Elle portait sur la reconquête d'un espace qu'on vous avait dit que vous ne méritiez pas, sur le fait de tracer la ligne non pas avec colère mais avec des preuves, de la grâce et de la résilience. Si vous avez déjà été réduit au silence, négligé, ou si on vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez, j'espère que cela vous rappellera, votre voix compte, même quand elle tremble, surtout quand elle tremble. Et maintenant, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû vous battre pour votre valeur dans une pièce qui voulait vous faire taire? Croyez-vous que la famille devrait toujours être pardonnée, quoi qu'elle fasse? Partagez vos réflexions dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez, et si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez simplement un dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Et, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes définitivement mon genre de personne, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires puissantes qui ne font pas que divertir, elles parlent. Parce que parfois, les batailles les plus silencieuses laissent l'impact le plus profond, et nous essayons tous simplement de trouver le courage de nous lever.